Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ATV Guyane dans Face à la collectivité. Désormais, un rendez-vous que nous vous donnons quotidiennement, ce soir, demain, mercredi et jeudi, pour accueillir nos 4 derniers candidats. Rien ne change, le Zap Info, la question web, la question de la personnalité civile, la chronique Face aux électeurs. Et nous sommes ensemble pendant 40 minutes pour en savoir plus sur notre invité qui est député ce soir. Face à la collectivité accueille Chantal Berthelot. Chantal Berthelot, bonsoir. Bonsoir, M. Vernet. Alors, on retient ce slogan, cultiver la Guyane. Vous rêvez d'une Guyane agricole ? Peut-être. Non, au-delà du mot, de ce verbe d'action, cultiver la Guyane, c'est le mot culture, en son sens le plus global qui est mis en avant. Cultiver votre esprit, c'est votre culture générale, c'est acquérir des connaissances. Cultiver votre corps, c'est donner à votre corps la possibilité de faire des performances physiques, la culture physique. Cultiver nos savoir-faire, c'est notre culture scientifique, littéraire, de contes, de coutumes, nos traditions. Comment cette culture de savoir-faire guyanais, nous la transmettons à notre population, à notre jeunesse. Vous voyez, le mot cultiver, il est dans cette globalité, mais c'est mettre en avant la culture, d'une manière générale. Alors, pour cultiver la Guyane, il faut des terres, même sans parler d'agriculture, bien sûr. La Guyane n'est pas un département comme les autres. Elle ne dispose pas de son propre foncier, ce qu'on trouve en 2015 franchement hallucinant. On fait comme la Nouvelle-Calédonie, on s'accapare les terres. Ça fait quand même 40 ans que j'entends cette même musique du foncier. Comment vous allez faire, vous ? C'est vrai, vous avez raison. Le foncier en Guyane est une situation injuste vis-à-vis des Guyanais. Il est nécessaire que les Guyanais puissent avoir accès, faciliter l'accès à la terre. La terre, c'est pour quoi ? Pour la cultiver. La terre, c'est pour aménager, pour construire des logements. C'est l'aménagement pour l'activité économique. Donc on est bien à dire comment on facilite la terre aux Guyanais. Maintenant, comment on va faire ? Mais d'abord, demander à l'État de pouvoir répondre à ses obligations, de dire comment on accompagne la Guyane pour son activité, qu'elle soit économique ou de loger. Donc il faut forcer l'État à mettre à disposition du foncier pour ces différents secteurs d'activité. Ensuite, nous allons proposer de mettre en place, par exemple, des périmètres aménagés pour la partie agricole, des périmètres aménagés pour du logement et un périmètre aménagé pour l'activité économique. Là-dessus, la collectivité territoriale de Guyane donnera sa quote-part et participera à ça avec un établissement que nous connaissons tous, qui est l'EPAG. L'EPAG, établissement public d'aménagement de la Guyane, nous devons accompagner l'EPAG. Il faudra demander ça aux deux présidents, que ce soit, qui préside d'ailleurs l'EPAG, c'est M. Vous êtes député. Vous avez votre mot à dire là-dessus. Le député met en place le cadre dans lequel les exécutifs doivent faire. Si les deux exécutifs, que ce soit le président Cheng Long ou le président Alex Tong, n'a pas failli, et c'est la situation qu'on voit justement actuellement. On pourra y revenir tout à l'heure sur vos actions, notamment en tant que député. En attendant, voici votre portrait. Il est signé Ayodele Germa. On regarde. Cité Mirza. La famille de Chantal Berthelot quitte Mana en 1966 pour s'installer ici au numéro 25. Elle avait alors 8 ans. Elle y passe une bonne partie de son enfance entre l'école des Sœurs et la banlieue sud. Le modèle des années 60 répondait beaucoup mieux aux familles guyanaises. Là, c'est un duplex. Les chambres, il y a 3 chambres là-haut, toujours, 3 chambres. Un petit jardin devant, un petit jardin derrière. Voilà. Ça permettait de continuer à garder les habitudes de commune, puisque ma mère était venue pour nous permettre de faire des études et même de travailler. C'était l'exode, il n'y avait pas de travail à Mana, donc elle est venue ici. En 1971, la mère de Chantal Berthelot décide de passer le relais de l'éducation de ses 3 enfants à leur père, en Hexagone. C'est autre chose, c'est évident, on aborde le froid, la nourriture qui est différente, une vie complètement différente bien sûr, mais bon, il y avait quand même la cellule familiale de mon père, de mon oncle, avec ma tante, il y avait quand même, comme beaucoup d'entre nous, une cellule familiale qui existe aussi dans l'Hexagone. Elle y fait des études de décoration, mais au détour des jobs d'été, des récoltes dans les champs, c'est la culture de la terre qui intrigue cette décoratrice en herbe.
Tout le monde a fait les vendanges, glané les pommes de terre pour se faire de l'argent. Et c'est vrai que ce contact à la terre m'a beaucoup troublée. Quand on a 18 ans ou 19 ans, on suit une formation, on chemine, on prend une filière. Et si la vie nous montre qu'on n'est pas fait pour, ou alors qu'on aimerait faire autre chose, mais ce autre chose-là, j'aimerais que les gens aient envie de le faire, qu'ils y aillent. 1981, le Parti socialiste accède pour la première fois à la magistrature suprême. La jeune Chantal Berthelot, très proche des idéaux de gauche, pense alors que tout est possible. Ce vent de liberté avec cette gauche qui arrive au pouvoir, le monde nous appartenait, quoi. Et le monde nous appartient. J'ai envie de dire aux jeunes, à tous les jeunes, que le monde appartient. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de me dire, je vais parcourir le monde. Mais avant ce grand voyage, elle fait une halte en Guyane pour revoir sa famille. Une escale qui durera plus longtemps que prévu. J'ai débarqué au mois de juillet en Guyane 81. Je suis plus repartie. Le monde est devenu mon pays. J'ai parcouru mon pays en parcourant le monde. Et effectivement, mon pays, c'est le monde quand je le regarde. Il est grand. Les différents territoires sont très particuliers. Elle suit alors une formation de 2 ans au lycée agricole de Matoury, puis travaille à l'Orstom, des travaux sur les plantes médicinales. Ce qui la conduira à l'âge de 24 ans à rechercher sa première terre arable. À l'époque, quand je devais m'installer sur Oura, j'ai eu à faire la difficulté de mer, où j'ai dû attendre des heures dans un cabinet médical avant d'être reçue. Et quand j'ai été reçue, j'ai dit à cette personne que c'est l'irrespect vis-à-vis des jeunes Guyanais qui allaient faire des choses, donc j'irai ailleurs chercher du terrain. Et ensuite, on m'a proposé Makouria, je me suis donc installée à Makouria. Quand j'ai commencé en 83, 84, 85, le regard n'était pas celui qu'on a aujourd'hui sur cette profession. C'est quoi ça? C'était déjà considéré, c'est encore toujours considéré comme un métier. Vous faites ça par défaut. Les gens qui vont en agriculture vont, alors que non. Dans le salon de sa mère, à Rémire-Montjoly, des souvenirs impérissables. Le grand-père, un cantonais venu travailler en Guyane au début du siècle dernier. Mon père, il était commerçant, il était boulanger, il était limonadier, il faisait un peu de tout. On avait tout ça, tout. La grand-mère, Paul Berthelot, qui fut la première femme élue conseillère générale, et sa fratrie toujours présente, surtout au moment de son entrée en politique. En 1998, Antoine Karam lui propose de participer à sa liste du Parti socialiste guyanais aux élections régionales. J'avais 40 ans, 98, 40 ans, on m'a dit que c'était l'âge où il fallait faire des pas. Ma famille était prête aussi à ça, tout le monde, donc avec un sentiment de mon socle professionnel, de mon socle familial et des amis aussi. J'ai fait le pas, donc j'ai dit oui à ce premier engagement politique en 98 avec Antoine Karam et le PSG. Et depuis j'y suis. Elle exécutera 2 mandats en tant que vice-présidente du conseil régional. Députée de la 2e circonscription de Guyane depuis 2002, son souhait pour cette Guyane qu'elle représente au Parlement se résume en quelques mots. Amour, persévérance, générosité, solidarité. Ce serait ça pour moi la Guyane idéale. C'est ça. Voilà pour le portrait. Il est signé Ayodele Germa. Revenons sur cette fusion PSG-AGEG. Le PSG, le Parti socialiste guyanais, on sait ce que c'est. Mais l'AGEG, c'est qui? C'est quoi l'AGEG? À gauche en Guyane, c'est vous l'AGEG? D'abord, ce n'est pas une fusion. Les mots sont importants et vous le savez, M. Vernet. C'est une alliance entre 2 partis, le PSG, comme vous l'avez dit, et l'AGEG. AGEG à gauche en Guyane, c'est une association qui a été créée, mais justement qui a été créée au départ après le 21 avril 2002. Après ce schisme politique que nous avons tous ressenti, les gens qui portent les vraies valeurs de gauche. Cette association a été créée après ça, elle a existé tranquillement, et en 2008, lorsque nous avons eu beaucoup de jeunes qui se sont engagés en politique, de jeunes Guyanais, qui n'avaient pas de parti auquel s'accrocher, nous avons réactivé cette association à gauche en Guyane, et c'est comme ça que, sur la scène politique, je dirais, l'association à gauche en Guyane a fait son apparition
sur cette scène. Donc ce n'est pas un parti politique, c'est une association. C'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique. Ça veut dire que nous n'avons jamais cherché un parti politique. Il fait ce qu'il faut pour être reconnu au niveau national en tant que parti, en tant que tel. C'est un mouvement politique. Un mouvement reste au niveau local et participe aux élections locales. Qu'est-ce qu'il a fait déjà, ce mouvement politique à gauche en Guyane? On n'a pas vraiment entendu parler de ce mouvement politique. Franchement, Chantal Berthelot. Mais parce qu'il ne s'est jamais présenté en tant que tel aux élections. Parce qu'effectivement, il porte des idéaux et des valeurs avec des hommes et des femmes qui ont été élus en 2008, quand je vous disais, quand ils se sont rapprochés de nous, ceux qui ont été élus. C'est de dire ils ont été élus sur leur personne, en tant que maire, en tant que conseiller général. Donc, ce n'est pas l'AGEC qui les a portés. On s'est retrouvés tous ensemble à dire on a besoin d'un espace pour échanger, pour discuter de notre pays. Nous portons les mêmes valeurs, donc comment on peut le faire? Donc, chacun, c'est un peu plus un espace de réflexion et de proposition pour notre pays et comment voyer l'avenir du pays. Mais ce n'était pas un parti politique dans le sens où on irait aux élections sous l'étiquette AGEG en tant que tel. Vous verrez bien qu'en 2007, rappelez que je n'ai pas été élue en 2002 à la législature, en 2007, mais j'étais candidate en 2002. En 2007, je n'ai jamais été sous l'étiquette AGEG uniquement. AGEG parce que c'est mon mouvement auquel j'appartiens, mais ça a été avec le PS et ça a été avec d'autres partis à l'époque. Donc vous voyez bien que l'AGEG ne s'est pas positionné comme étant un parti où il va amener des candidats, mais un parti où des personnes qui ont envie de se retrouver, de parler du pays avec une vision et des valeurs de gauche, se retrouvent et discutent et échangent. Pas toujours d'accord, hein, ça c'est aussi le but quand on échange, mais au moins des gens qui ont envie de participer au développement de leur territoire. Comment vous avez pensé vos sections? On rappelle, hein, 8 sections, les têtes de section, on ne les met pas par hasard. Pourquoi ces têtes de section-là? Vous avez raison que lorsque j'ai eu la responsabilité de porter la liste Cultiver la Guyane, donc de la mettre en place, tout de suite il m'est apparu une chose importante, très importante. C'est une équipe qui part à la conquête de la collectivité territoriale. C'est une équipe. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, en tout cas ce n'est pas une femme seule, c'est une équipe. Et il fallait pour moi donner aux Guyanais, déjà dans la constitution de la liste, par les sections, une vraie image de l'équipe qui va porter les ambitions de cette Guyane que l'on souhaite et porter la gouvernance derrière. Donc l'équipe est importante. Ensuite, il est évident qu'on se repose sur une alliance, PSG-AGEC, de nos forces en présence, et de personnalités qui, pour moi, par leur expérience, qu'elle soit politique, l'expérience du monde associatif, l'expérience professionnelle, peut apporter cela à la collectivité territoriale. Et c'est comme ça qu'effectivement, ça a été mon rôle et je me suis octroyé cette autorité de désigner mes têtes de section parce qu'il me semble important, parce que dans l'élection, et vous avez rendu appui dessus, les sections ont un rôle à jouer important de l'identité de la section territoriale et comment les gens qui constituent les sections vont porter leur territoire et les attentes des hommes et des femmes qui les composent. Alors on a interviewé la plupart des candidats, il nous en reste encore quelques-uns. On a bien senti quand même que chez certains candidats, on a mis des gens ici et là. On veut juste savoir si vous connaissiez votre groupe, vous connaissez vos 8 têtes de section ou pas? Absolument. Allez-y. Absolument. Sur Cayenne, Marie-Josée Lalcy, qui est secrétaire générale donc, du PSG. Petite Couronne, Hubert Contou, conseiller général sortant. Grande Couronne, Jean-Claude Courat, qui est quelqu'un de la AGEG et qui a fait une mandature à la mairie de Macouria. Ensuite, le Yapoc, Georges Elfort. Le Haut-Maroni, Antoine Abienso. Les Savanes, Isabelle Niveau, qui est conseillère municipale à l'heure actuelle. La Basse-Mana, Albert Higmet. Et sur Saint-Laurent-du-Maroni, moi-même. Mais comme je le dis souvent, mon organisation est très claire, M. Vernet. Je peux l'expliquer dans 2 secondes. Allez, encore. 2 secondes. J'ai 8 têtes de section. Donc sur Saint-Laurent-du-Maroni, Gérard Ramayota. Parce que déjà, je veux démontrer aux Guyanais, présenter aux Guyanais une équipe qui va travailler. Je me suis positionnée comme la tête de liste. Je suis tête de liste, je suis en tant que telle. Mais dans la section sur laquelle je suis, effectivement, on va en reparler tout à l'heure, oui. Celui qui fait office de tête de section, c'est Gérard Ramayota. Tout à fait, on l'a vu. On va revenir sur votre positionnement dans quelques instants. Avec vous, on va parler de l'actualité. C'est le Zap Info. Il est signé donc de la rédaction d'ATV Guyane. On regarde. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est le principe de précaution appliqué par le gouvernement suite aux attentats de Paris vendredi dernier. Les départements ultramarins et donc la Guyane seront finalement placés en état d'urgence à partir de demain soir, minuit.
Il n'y a pas de raison que ça ne s'appliquerait pas ici. Ce qui s'est passé en métropole, peut-être dans le moindre mesure. De peur de pas maîtriser, si jamais il y en a un demain ici, il vaut mieux qu'on soit beaucoup mieux préparé que justement pas préparé et puis après s'attendre à ce genre d'attentats et de sinistres malheureusement. Le territoire peut être impacté à tout moment, on ne sait pas. On va vite maintenant avec les avions, hein, ça va vite. Hein. Quelques jours après les attentats de Paris, la vie reprend son cours. Dans moins de 3 mois, le carnaval de Guyane est censé battre son plein. Mais seulement avec l'état d'urgence décrété, la rumeur d'un couvre-feu circule déjà dans les rues de Cayenne. Et les festivités pourraient prendre une autre tournure. Sécuriser des gens, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il faut d'un côté perdre quelque chose pour gagner d'autres choses qu'on pense de meilleur. La sécurité avant tout, c'est la meilleure chose qu'on peut proposer à une popularité, à une population. Ça ne changera pas, je pense que ce n'est pas ces gens-là qui sont dangereux. Puis ça fait partie de la vie de la communauté ici. Et voilà, moi je trouve pas que ce soit une bonne solution l'état d'urgence, comme j'ai dit en général. Donc particulièrement pour les groupes, ce serait bien qu'ils continuent de sortir. Pour la sécurité des gens, je trouve que c'est une bonne idée. Mais on ne va pas changer les mœurs des gens. Hein. La façade de l'hôtel de ville, illuminée en bleu, blanc, rouge. Des habitants de Kourou, extrêmement calmes et silencieux. Rassemblés pour un intense moment de fraternité, de respect et de solidarité, en hommage aux victimes des attentats de Paris. Il était très important pour que la population kouroussienne se retrouve à travers donc, ces quelques minutes donc, de rassemblement, qu'on puisse échanger et de comprendre. C'est un moment de deuil, de souffrance pour les Guyanais aussi, pour les Français. J'ai écrit, c'est dire à Daesh que moi j'ai pas peur de lui et que nous Français, nous allons toujours nous battre contre Daesh. Voilà pour le Zap Info de la rédaction d'ATV Guyane. État d'urgence outre-mer. Est-ce que nous sommes en danger? Vous êtes député, vous êtes au cœur même de ces choses-là. Nous sommes en danger en Guyane? Permettez-moi de profiter et de dire quelques mots. Si des mesures d'urgence ont été prises, c'est parce que la France a été touchée, meurtrie sur un drame important. Un drame humain sur lequel personne ne peut rester insensible. Il est vrai qu'au début, les mesures d'urgence ont été instaurées sur l'Hexagone. Il est vrai que lorsque le président de la République a demandé au Parlement, en Congrès, d'aller plus loin dans la durée des mesures d'urgence sur 12 jours et de faire une proposition de loi, il était naturel que les Outre-mer, les départements d'Outre-mer puissent elles aussi être en mesure d'urgence. J'entends effectivement les particularités que nous devons prendre en compte en Guyane sur notre tradition, nos coutumes, entre autres le carnaval, ou comment nous allons adapter ces mesures d'urgence à notre territoire. Vous me posez la question si nous sommes en danger. L'insécurité règne en Guyane. Nous avons d'autres formes de terrorisme ou de danger en Guyane. Ces mesures, je l'espère et je le souhaite, doivent permettre aussi à l'État en Guyane de pouvoir combattre cette forme d'insécurité. Nous devons faire en sorte que les armes ne circulent pas comme elles circulent actuellement. Nous devons faire en sorte que tous les trafics de drogue ou d'autres soient bénéfiques de ça. On a le pouvoir de faire ça. Pas d'autres moyens policiers. On sait très bien qu'il n'y aura pas plus de police en Guyane. Comment on fait ça? Les mesures d'urgence permettent un certain nombre de choses. Voyez-vous, rappelez-vous, il y a 3 jours, quand les mesures d'urgence ont été mises en place un vendredi matin à minuit, au barrage d'Irakubo, la fouille des véhicules qui n'étaient pas automatiques et le contrôle des papiers. À partir du moment où on est en mesure d'urgence, la douane peut être là et fouiller les véhicules. Il y a eu une saisie de 7 kilos de cocaïne. Donc c'est un fléau qui nous touche, c'est une insécurité, c'est une violence que nous subissons, nous, ici en Guyane, le trafic de drogue, le trafic d'armes. Donc oui, avec ces mesures d'urgence et d'exception, rappelons-le quand même, le gouvernement, l'État ici présent pourra, elle aussi, combattre ce qui est notre terrorisme, notre danger, ce type de trafic que nous subissons aujourd'hui en Guyane. On l'a vu dans le Zap Info également. Est-ce qu'il faut faire le carnaval cette année? Question culturelle. Attention à votre réponse, Chantal Berthelot. Elle va être, les Guyanais vous écoutent. Elle va être ce que je pense. Vous savez, même si on a un période électorale, oui, le carnaval doit perdurer. Le carnaval, c'est non seulement notre coutume, tant pis pour la sécurité, il faut faire la fête. Je m'exprime. Le carnaval est une coutume et une tradition. C'est aussi un secteur économique. Donc oui,
Mais par contre, nous devons prendre les mesures nécessaires pour accompagner une situation exceptionnelle à continuer à vivre. Il faut que nous continuions à vivre, parce que ce serait la plus grande victoire des terroristes que justement de se terrer. Donc nous devons continuer à vivre, mais nous devons prendre des mesures aussi en tant que responsables pour pouvoir sécuriser notre population. Je salue la mairie de Cayenne qui a dit qu'effectivement, jusqu'à 18h, pour avoir des rassemblements, mais au-delà, non. Et je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne mesure. Oui, nous devons célébrer notre carnaval, c'est une coutume, une tradition, mais nous devons prendre les mesures aussi pour accompagner la sécurité de nos populations. Daesh, c'était prévisible. On rappelle quand même qu'il y a 2 jeunes de Kourou qui sont partis en Syrie. Donc est-ce que Daesh, dans un premier temps, là j'ai 2 questions, est-ce que c'était prévisible, vous également, vous qui êtes dans l'hémicycle dans l'Hexagone? Vous savez, tout est toujours prévisible, malheureusement. On avait eu des prémices. Je vous rappelle, janvier 2015, même si c'était ciblé la presse, la liberté d'expression, les engagements de la France depuis 2003 sur ce conflit de la Syrie. On savait bien qu'on avait un terreau difficile, un terreau diplomatique où on marchait, excusez-moi l'expression, sur des œufs. Nous avions 2 Guyanais, effectivement, qui... Je salue le père, puisqu'on a 2 jeunes d'origine de Guyane qui ont été combattre et qui sont morts là-dedans. Donc, bien sûr, ça nous ramène à nos enfants, ça nous ramène aux moyens d'Internet qu'il faut mieux contrôler, parce qu'on voit bien que sur les réseaux sociaux, beaucoup trop de choses se font et que justement, nous devons, dans les mesures d'exception, aussi mieux contrôler ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Donc, oui, nous sommes concernés par ça. Oui, nous pouvions penser que ce n'était pas une fin le mois de janvier 2015, mais malheureusement un début. Là maintenant, les mesures exceptionnelles vont être prises, les mesures permettant que justement ce soit pris en compte comme étant une mesure des actes de guerre, comme a dit le président de la République, et donc nous devons, pour sécuriser notre population, répondre aussi par des actes de guerre. Chantal Berthelot, allez, sans plus tarder, nous allons passer à la chronique face aux électeurs. On y va. Nous avons l'absence de Farouk Amri, qui n'est pas présent sur notre plateau pour des raisons personnelles. Mais nous y tenons avec cette carte d'électeur. Donc faites votre devoir, allez voter. Avant de poser la question de Patricia de Saint-Georges, je crois, donc pour la question web, Chantal Berthelot, est-ce que vous avez toujours joué ce rôle d'aller voter? Oui. Même si des fois c'était peut-être pour voter blanc, je ne sais pas. Vous avez déjà voté blanc? Je ne crois pas. D'accord. Quand vous vous déplacez, vous votez pour quelqu'un, pour quelque chose? J'ai toujours voté. C'est un droit que beaucoup, en tout cas, c'est un droit qu'on voit dans des endroits qui n'existent pas. Beaucoup se sont battus pour le droit de vote, et encore plus pour les femmes. Donc, à ce titre-là, oui, je vais voter à chaque élection. Très bien. Alors voilà, nous sommes face aux électeurs. Patricia de Saint-Georges, on commence avec la question web. Si vous êtes donc présidente à la CTG, est-ce que vous allez disposer d'un pouvoir de contrainte à l'égard des autres collectivités et structures locales? On regarde la question. Effectivement, Patricia de Saint-Georges. Est-ce que la CTG disposera d'un pouvoir de contrainte à l'égard des autres collectivités et structures locales? Je m'excuse, Patricia, je vais essayer de décrypter ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'on peut avoir des contraintes? Non. Enfin, en tous les cas, non, je ne veux pas et je ne souhaite pas, et c'est dans notre programme, parler de contraintes. Je préfère parler de partenariat. Nous voulons justement dans la gouvernance, une gouvernance avec une culture politique renouvelée, avoir justement un vrai partenariat avec tout ce qui est institution locale, que ce soit politique, socio-professionnelle et syndicale. Et c'est pour ça que nous allons mettre en place la conférence annuelle des exécutifs, pour que les maires partagent avec nous des décisions importantes que nous aurons à prendre concernant les orientations politiques, sur les contrats de plan État-région, le centre de l'aide, sur le schéma d'aménagement régional, comment là-dessus les maires veulent me donner leur vision du développement de leur commune, de leur territoire, et que nous devons intégrer, car c'est ça qui est important. Donc, Patricia, moi je souhaite au contraire avoir un vrai partenariat, avoir de l'écoute avec les maires, au niveau des institutions locales, que ce soit les professionnels, la même chose, un vrai partenariat, toujours dans l'écoute et dans le réalisme. Quelle relation le futur président ou la future présidente de la CTG doit avoir avec l'État
Première question. Et quelle sera la place et le poids de la préfecture à côté de cette nouvelle collectivité? Pour vous, hein. Avec l'État, une relation de partenariat constructif, ce que je fais déjà et que les Guyanais m'ont permis d'apprendre en tant que parlementaire. Lorsque vous êtes au Parlement, le gouvernement, vous discutez avec tous les ministres. Donc vous construisez avec les ministres le partenariat pour le bien de votre territoire. Donc cette expérience acquise en tant que parlementaire, je veux effectivement la mettre en place en tant qu'exécutif, en tant que présidente de la CTG. Oui, un partenariat constructif. Maintenant, il est évident que l'organisation administrative de la Guyane va se modifier, puisque nous aurons une seule collectivité dans l'union des compétences du département et de la région. Ça me semble logique que l'État, sa préfecture, risque d'être renforcée. Mais renforcée pas en opposition à la CTG, encore une fois, mais renforcée pour répondre en tant que service public, en tant que compétence régalienne de l'État, au champ de l'État. Moi, je vais répondre au mien en tant que président de la collectivité territoriale de Guyane. Je veux que l'État, par son service déconcentré en Guyane, qui est la préfecture, réponde aux attentes des Guyanais. Et là-dessus, mon exigence sera totale et déterminée, car nous allons, nous, répondre aux attentes des Guyanais. Il faut que l'État aussi, dans son champ, réponde aux attentes des Guyanais. Pourquoi ce positionnement en tête de liste, justement, sur la section Haut-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni. Vous l'aviez dit effectivement tout à l'heure. C'est quoi? C'est votre dernière victoire face à Léon Bertrand qui vous galvanise? Non, pas du tout. Vous savez, je crois que ceux qui me connaissent savent que je ne fonctionne pas comme ça. Je suis député de l'Ouest guyanais, la 2e circonscription qui part de Macouria jusqu'à Saint-Laurent. Saint-Laurent, en perspective, deviendra la plus grande première ville de Guyane. L'Ouest, en général, les potentialités de développement sont à l'Ouest, pas parce qu'on le décide, mais parce que la géographie le veut. La démographie, c'est là qu'elle est. Et j'ose le dire, mon cœur est à l'Ouest. Je suis de Mana et je crois qu'on a tous besoin de cet ancrage local, de cet ancrage d'où nous venons. Mais il est important, ce n'est pas pour dire qu'on est sectaire, mais on a un ancrage. Mon ancrage est à l'Ouest. Tout le monde sait que je suis une femme de l'Ouest parce que je suis née à Mana. Donc mon ancrage à Saint-Laurent, il est là. C'est de porter l'Ouest guyanais, de porter cette partie de la Guyane à l'ensemble des autres. Ce n'est pas une confrontation. Je veux tout simplement dire aux Guyanais que nous avons 2 pôles importants. La capitale, qui est Cayenne, notre lumière d'être Cayenne, notre capitale. Mais que Saint-Laurent-du-Maroni, la partie ouest, va devenir celle qui va porter l'ensemble de la Guyane, en termes de développement économique, en termes de potentialité. Donc nous devons la développer. Et M. Vernet, quelle plus belle image que d'avoir la mairie de Cayenne, une femme maire, et la présidente de la CTG venant de l'Ouest, en tant que femme. Moi, je crève de ça, et c'est mon souhait. Très bien, nous verrons tout ça le 6 ou peut-être le 13. Allez, on passe à la question de la personnalité civile et c'est Joëlle Prévost-Madère, présidente de la CGPME, qui vous pose une question. Joëlle Prévost-Madère, présidente de la CGPME de la Guyane, qui représente et défend les intérêts des petites entreprises. Comme nous le savons, le Conseil régional a récupéré donc, depuis peu la compétence de la gestion des fonds européens. Toutefois, pour que ces fonds européens puissent être utilisés de façon optimale, il est nécessaire qu'il y ait en contrepartie la part État, mais également la part de la collectivité donc, régionale. Lorsque sera mise en place la nouvelle collectivité territoriale qui regroupe le Conseil régional et le Conseil général, et sachant que d'ores et déjà les finances de cette nouvelle collectivité seront mises à mal du fait des compétences sociales de cette obligation donc, de respect des compétences sociales du Conseil général, ma question est la suivante. Quelle solution aura la nouvelle collectivité territoriale de la Guyane pour pouvoir amener sa quote-part en contrepartie des fonds européens afin de permettre une utilisation optimale de ces fonds européens? Voilà la question de Joëlle Prévost-Madère. On écoute votre réponse. D'abord, je salue la question de la présidente de la CGPME, Joëlle Prévost-Madère, qui fait un travail important pour la défense des petites entreprises, des moyennes entreprises.
et je salue ce travail. La question est précise et elle a le mérite d'exister et d'être claire. Premièrement, je répondrai à la présidente de la CIPM, à Joëlle Prévost-Madère, un audit financier. Car aujourd'hui, vous savez, on entend plein de chiffres, de savoir le déficit ou pas des deux collectivités. Un audit financier me donnant clairement les marges de manœuvre que nous aurons pour pouvoir mettre en place nos mesures. Deuxième chose, il y a une contractualisation qui a été faite, effectivement, deux contractualisations, le contrat de plan État-région et les fonds européens, comme a dit Mme Joëlle Prévost-Madère. Actuellement, la région a dit que sur les fonds européens, effectivement, elle a mis 300 millions d'euros. Le Conseil général aurait mis effectivement beaucoup moins. Ce qu'il faut, une contractualisation. Demain, en tant que présidente de la collectivité territoriale de Guyane, je n'aurai pas d'autre choix pour accompagner justement les entreprises que de respecter ces engagements qui vont afférer à la CTG. Maintenant, c'est là où l'audit va nous permettre de savoir si on respecte nos obligations, les engagements qui auront été pris, quelle marge de manœuvre nous avons et j'aurai derrière pour pouvoir initier d'autres choses. Donc, l'audit financier me paraît important. Deuxièmement, je veux rassurer ici les chefs d'entreprise par la question de la présidente Joëlle Prévost-Madère. Bien sûr qu'il faudra, dans tous les cas de figure, que sur les fonds européens, nous enclenchons très rapidement les choses. Parce que nous vivons aujourd'hui une année... Timing, hein, parce que lorsque vous dites audit, souvent ça prend du temps. Non, quand on met en place, ça prend du temps. Nous avons une année blanche, l'année 2015. Puisque, effectivement, il y a un arrêt, on voit bien, de l'investissement en Guyane. Si les secteurs professionnels montent au créneau, on est bien pour ça. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de chantier d'investissement, ni du Conseil général, ni du Conseil régional. Donc il faudra aller vite. Aller vite, il y a actuellement une structure des fonds européens qui est bien en place. Et il faudra, notre premier engagement, on continuera les engagements, quand on n'aura pas le choix pour accompagner l'investissement en Guyane. L'audit financier, au bout des 6 mois, me permettra de dire quoi? Effectivement, la réalité, la transparence auprès des citoyens pour qu'ils le sachent. Mais il ne faut pas que ça traîne, parce que souvent ça traîne. Un audit financier, vous savez, non. Si vous prenez un audit financier avec l'urgence de la situation qu'on aura à gérer en Guyane, vous avez vos résultats assez rapidement. Allez-y. Et ensuite, nous continuerons, effectivement, pendant les 2 premières années, nous n'aurons pas le choix, je dis très clairement, nous n'aurons pas le choix d'engager, de respecter les signatures sur les contractualisations, puisque ça veut dire sinon, il n'y aura aucune activité économique qui va se développer. Donc nous le ferons. Mais par contre, après, une fois que la situation sera bien claire en termes d'audit financier, nous allons réorienter la politique sur notre programme. Chantal Berthelot, comme vous êtes candidate, vous y allez pour gagner. Donc on imagine que vous êtes la future présidente de la CTG. Effectivement, on parle d'audit. Restons sur cet aspect des choses. On parle d'audit et ensuite on fait des projets, c'est dans votre programme. Et puis le Guyanais attend, chez certains, des promesses. Peut-être en un seul mandat, ils n'ont pas eu le temps de faire. Alors ils demandent qu'on réélise à nouveau leur équipe parce qu'ils vont nous dire qu'ils vont le faire, on va dire, cette année. Certains sont en politique depuis de nombreuses années. Vous êtes député également depuis de nombreuses années. Les présidents de collectivités ont leur bilan. Vous avez aussi votre bilan en tant que député. Lorsque vous dites à la population guyanaise, on va faire ci, on va faire ça. On l'a souvent entendu de la part des Guyanais, d'accord. Quand? Il n'y a jamais de date. C'est toujours peut-être à la dernière année de son mandat, juste la veille d'une élection, qu'on se dit, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Et vous, quelle est votre philosophie politique là-dessus? Tout d'abord, vous avez dit beaucoup de choses. Je vais essayer rapidement. Vous avez parlé de bilan du président du Conseil général, je ne l'ai pas vu. Vous avez parlé du bilan du président du Conseil régional, M. Rodrigue, je ne l'ai pas vu non plus. Je ne suis pas là, à titre de parlementaire, pour vous présenter mon bilan. Oui, les Guyanais disent, vous êtes député, vous avez joué un rôle malgré tout. Oui, en tant que député, oui, en tant que député. Je l'ai rappelé tout à l'heure. En tant que député, on se bat pour mettre en place le cadre pour les Guyanais. Alors, vous avez quand même un bilan en tant que député, même si vous n'êtes pas là en tant que parlementaire. Je vais parler d'une chose. Très bien. Le pacte d'avenir. Le pacte d'avenir, là-dessus, je vais être très clair avec tout le monde pour qu'on l'entende. Le pacte d'avenir, novembre 2013, je l'ai demandé à Victorin Lurel, qui était ministre de l'Outre-mer. Il l'a entériné. Nous avons dit au président de la République, il vient en Guyane en décembre 2013, il nous faut qu'il s'engage sur ça. Ce qu'il a fait. La préfecture a pris le relais avec les différentes collectivités, les socioprofessionnels. Un travail a été fait. J'ai interrogé le chef du gouvernement, le Premier ministre Manuel Valls, qui en question d'actualité, dans l'hémicycle, a dit que le pacte d'avenir était finalisé,
qui préférait ne pas le mettre en débat avec les élus maintenant pour éviter toute polémique pour les élections de la CTG, mais qu'il attendait après pour pouvoir, je dirais, débattre avec les élus. Donc oui, le pacte d'avenir, ça, c'est pour moi important. Il y a des mesures qui ont été faites par ailleurs ou d'autres choses que j'ai eues. Mais le pacte d'avenir, c'est quoi? C'est que l'État puisse accompagner la démographie de la Guyane. L'État doit prendre sa part là-dedans. Et le gouvernement, auquel je suis proche, puisque je fais partie de la majorité présidentielle à l'heure actuelle, a pris cet engagement, il va le tenir, puisqu'on l'aura, ce pacte d'avenir. Donc, en tant que bilan, voilà ce que je peux vous dire en action parlementaire. C'est quand même bien de le dire. Absolument, vous avez raison, et merci de me donner l'occasion de le faire. Ensuite, quand vous dites un programme, nous avons proposé, et vous permettez que je passe à l'étude, et tout le monde le sait maintenant, un manuel, avec un projet programmatique. Un manuel, parce que nous avons souhaité dire que c'est avec les hommes. Excusez-moi, je suis quelqu'un de manuel, avec les mains. C'est l'homme qui est au milieu de ça. Un manuel veut dire comment, en termes pédagogiques, on explique les choses. Comment on souhaite que ça fasse passionner par les hommes de demain. Les hommes de demain, c'est qui? En tant que président de la CTG, je vais avoir à discuter avec tous les partenaires. Je veux que les partenaires co-construisent avec moi la réponse. Il n'y a pas une vérité par rapport à la classe politique. Il n'y a pas une vérité. Nous sommes dans un pays où nous devons mettre toutes les forces en place. Les forces des socioprofessionnels, les forces du monde associatif, les forces du monde, même, je dirais, sportif. Là-dessus, nous disons tout simplement quoi? Et je viens de vous le dire. 6 ans, c'est quoi? Les 2 premières années, audit. Nous avons une chose importante à Donc, mettre 2 en premières place. années, audit, ensuite? Nous avons une chose importante à mettre en place, Monsieur Vernet. C'est la CTG elle-même. Bien sûr. On n'est pas sur une élection du département, de la région. On est à mettre en place la naissance de la collectivité territoriale de Guyane, avec 3000 agents, que j'ai dit, d'ailleurs c'est en face de vous, à Radio Pays, que je prendrai les 6 premiers mois à rencontrer pour rassurer... Il y a du monde, hein, ça fait 3500 personnes. Il y a eu un auditeur qui l'a dit, quand je dis rencontrer les 3000, la représentation syndicale, les délégués du personnel, Bien sûr. comment nous allons construire ensemble, comment le personnel, je vais leur dire que j'ai besoin d'eux pour mettre en place le projet programmatique que les Guyanais m'auront demandé. Nous allons jeter un œil sur vous allons jeter un œil sur votre manuel. On a déjà ça. Donc vous me demandez comment je vais faire, comment ma vision des choses, elle est réaliste, elle est dans le réalisme. Très bien. La CTG à mettre en place avec les 3000 personnes. Les 2 premières années, on des engagements contractualisés dans le CPER des fonds européens, l'attente de la situation financière, la marge de manœuvre que j'ai, et à ce moment-là, en toute transparence, vous allez m'inviter, Monsieur Vernet, ici, je prends le rendez-vous avec vous, vous allez m'inviter, et je vais dire en toute transparence aux Guyanais quelle est la situation dont je vais hériter, dont nous allons hériter, et comment nous allons, à ce moment-là, faire, et comment je vais. Dans mon projet, je vais vous inviter en tant que président de la CTG. Absolument, Monsieur Vernet, je vous donne rendez-vous déjà en disant les Guyanais, voilà. C'est un scoop ce soir. Et comment je vais, dans ce projet programmatique, dire, en fonction d'une situation réelle que je vais découvrir et que je vais avoir, comment je vais leur proposer qu'on aille ensemble. Et quand il faudra faire des choix, parce que ce sera la question des choix qui va être importante, Monsieur Vernet, et bien quand on va faire des choix, j'ai 2 conférences annuelles que je veux mettre en place. Conférence annuelle avec les maires. Je veux dire aux maires que je vais faire des choix avec eux sur les grandes orientations. Et je veux dire, dans la 2e conférence annuelle économique, pour répondre un peu plus précisément aussi à Mme Joëlle Prévost-Madère, conférence économique et sociale. Comment, avec les socioprofessionnels, nous allons faire des choix fondamentaux pour la Guyane. Vous allez nous dire, nous allons vous accueillir. Sur laquelle nous serons pour prendre des grandes décisions. Nous allons vous accueillir sur ce plateau. L'État n'a pas d'argent, on est d'accord? Il va falloir se débrouiller tout seul. Jusque-là, nous sommes toujours d'accord ou pas? Pas tout à fait. Si vous voulez que je réagisse, non. Très bien. Que l'État n'ait pas d'argent, une situation difficile. Mais ça sera de plus en plus difficile, vous êtes consciente ou pas? Très bien. Sauf que dans le pacte Alors, je vous pose la question. Donc, l'État n'a pas d'argent, il va falloir se débrouiller tout seul. Vous faites quoi? Vous revoyez la question fiscale avec la base spatiale? Vous installez IAM Gold, on récupère des taxes? Qu'est-ce qu'il y a dans votre manuel là-dessus? Alors, d'abord, l'État. Vous savez que les Guyanais aiment les choses claires. Voilà. L'État n'a pas d'argent. Vous savez, je ne le dis pas comme ça. L'État, vous avez bien vu... Ils auront du mal à donner. Il y a un pacte de stabilité sur lesquels l'État s'est engagé. Le pacte d'avenir, il y a un effort sur les 10 ans, les 15 ans, à dire 2015-2030. 2030, la perspective que nous avons. L'État doit s'engager et s'engagera financièrement à accompagner la démographie de la Guyane sur les 15 ans à venir. Ça, c'est clair, c'est acté pour moi, ça. Deuxièmement, à côté, vous me demandez comment je vais faire. J'ai dit déjà,
La contractualisation, elle est faite, il faudra la respecter. Situation de la collectivité, marge de manœuvre. À côté, il faudra pousser effectivement du développement économique. La base spatiale, ce n'est pas les taxes qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, M. Vernet, c'est que des entreprises qui ont un savoir-faire s'installent en Guyane et créent de l'activité, créent de l'emploi. C'est ça que je veux. Ma valeur ajoutée, elle est sur l'emploi que nous allons créer, sur les salaires qui seront donnés, et là, j'ai une économie qui est là. C'est ce qui m'intéresse, c'est que les entreprises spatiales déclinent de l'emploi sur mon territoire. Sur les mines, bien sûr qu'il faudra voir avec Amgod, avec la Montagne d'Or, avec toutes les entreprises. Sur les mines, responsables encore une fois, en termes d'environnement, en termes sociétal et social. Ça, c'est important. Maintenant, la fiscalité, c'est pas avec les entreprises que je vais gérer, c'est avec l'État. Car c'est l'État qui fixe les taxes sur l'or. Alors, je vous dis bon courage. Mais oui, mais nous avons en forme de joke et forme de courage, monsieur Vernet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ma mère m'a appris ça. Très bien. C'est à relever les défis et à assumer ce que les tâches Pour conclure, Chantal Berthelot, pour conclure, si je vous dis, je cite, et vous l'avez entendu, vous parlez de la radio, vous l'avez entendu, je cite des militants du Parti socialiste guyanais. Si c'est Chantal Berthelot, la tête de liste du PSG à Gègues, alors je voterai Rodolphe Alexandre. Vous l'avez entendu? Non, pas du tout. Je ne sais pas quel militant a dit ça. Je n'ai pas entendu cette phrase, monsieur Vernet, honnêtement. C'est au début de la campagne. Alors, peut-être les gens qui sont revenus et qui sont avec moi de nouveau. Si c'est eux, je ne sais pas. Vous savez, je ne crois pas que les militants du PSG ont eu ces phrases. C'était des gens peut-être qui n'ont pas compris le cheminement que nous avons eu là-dessus. Maintenant, je leur dirais, moi je défends les valeurs que le PSG et la GEC sont en capacité de porter depuis des années. Des valeurs de socialisme. Ça a un sens. Des valeurs de progrès, ça a un sens. Et des valeurs d'humanisme. Ce sont les valeurs de gauche. Maintenant, je ne sais pas qui d'autre est de gauche. Nous sommes de gauche, nous avons ces valeurs-là qui nous portent depuis des années. C'est le socle sur lequel je suis, sur mes valeurs politiques. Nous serons fidèles à ces engagements avec la liste, et c'est clair. Donc, je laisse les propos libres, mais sachez que je ne les ai pas entendus et que les militants du PSG que j'entends, au contraire, sont sur le terrain à combattre pour que la liste cultivée la Guyane puisse sortir vainqueur de ces élections. Merci Chantal Berthelot. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. On se retrouvera pour les débats entre candidats, cette fois, ici même sur ATV Guyane. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais demain, on vous l'a dit, nous accueillons les 4 derniers candidats tout au long de la semaine sur ATV Guyane et face à la collectivité. Passez une excellente soirée, les programmes continuent sur ATV. À demain.